Bien, bonjour à vous tous. Merci de vous joindre à cette toute dernière séance de notre série de webinaires sur comment innover en continuité des affaires. Donc, merci d'être présent encore une fois aujourd'hui. Donc, je me présente, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'exportation pour 40e Nord International. Donc, 40e Nord International, on est un organisme qui catalyse la croissance des activités de commercialisation et d'exportation pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également pour les entreprises sectorielles miniers québécoises. Donc, à travers nos activités visant la sensibilisation, la formation, l'accompagnement également, la mise en relation vers des donneurs d'ordre. Donc, on accompagne les entreprises vraiment dans la mise en marché de leurs biens et services jusqu'à l'exportation de celui-ci. Donc, les webinaires qu'on vous a offerts gratuitement depuis plusieurs semaines, qui, j'espère, vous ont permis de vous apporter des solutions innovantes pour votre positionnement en vue de la relance, puis ainsi des outils qui vont vous permettre de justement réévaluer toute votre stratégie de commercialisation et d'exportation. Puis, vous allez pouvoir également revoir toutes les séries de webinaires sur notre site Internet 48inter.com qui seront disponibles. Donc, notre sujet pour aujourd'hui va porter sur les conseils légaux dans la gestion de vos contrats d'approvisionnement et de vente. Donc, on a un invité avec nous qui va pouvoir nous éclairer à ce sujet. Membre du barreau, je vous la présente, membre du barreau depuis 1986, Mme Micheline Dessureau est experte en droit des affaires internationales et en propriété intellectuelle et agent de marque de commerce. Sa clientèle est principalement composée d'entreprises canadiennes manufacturières, technologiques et de services et d'entreprises étrangères s'intéressant au marché canadien. Madame Dessureau est également vice-consul honoraire du Mexique à Québec, membre du Licensing Executive Society et de l'International Trademark Association. Donc, Madame Micheline Dessureau, elle est avocate et agente de marque de commerce. Donc, Madame Micheline, la parole est à vous. Oui, bonjour, ça va bien. Permettez-moi de partager l'écran avec tout le monde. Donc, je pense que ça fonctionne bien? Oui, on a ça, Oui, madame. bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va aborder un petit peu le problème de la COVID, mais sous les yeux, effectivement, de qu'est-ce qu'on fait avec les contrats que l'on a et les contrats que l'on veut continuer à signer, soit quand nous sommes l'acheteur face à un fournisseur ou encore quand c'est nous qui fournit le produit directement à notre client. Et ça, que ce soit au Québec, les principes, on va faire un petit parallèle évidemment avec le Québec et un peu le reste de la boule et essayer de vous trouver des solutions, je vous dirais, un petit peu innovantes. Oups, un peu, là j'ai un petit problème, elle ne veut pas passer à la prochaine. C'est pas sérieuse. Un petit peu. Je vais arrêter le partage d'écran 2 secondes parce que j'ai un petit problème avec le. Il est comme gelé, il ne veut pas. C'est la première fois qu'il me fait ça. Pas de problème. D'habitude, bon, voilà. OK. Bon, mais c'est moi-même, c'était moi-même, mais en full size. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que, écoutez, moi, le commerce international, là, ça fait presque 35 ans que j'en fais. Je suis directeur des 2 services que sont les affaires internationales chez nous et également la propriété intellectuelle. Donc, écoutez, bon, la force majeure, puis on va expliquer un petit peu ce que c'est, puis après ça, on va se poser la question, est-ce que le COVID s'en est? Donc, évidemment, on parle souvent de cette expression-là. Vous voyez aussi le mot act of God, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais souvent assez proche, un peu synonyme, mais sans être tout à fait pareil. Bien, c'est assez évident que c'est dans des contextes de catastrophes naturelles. Bon, une inondation massive dans la région de Montréal, un tremblement de terre, une explosion, quelque chose du genre. Vous allez voir d'autres cas, souvent, comme par exemple les grèves qu'on va écrire, les lockouts, l'impossibilité de s'approvisionner à cause de problèmes de transport, les problèmes gouvernementaux, les mesures gouvernementales, ce genre de choses-là. Donc, vous pouvez avoir, donc, par exemple, les clauses de votre contrat, des cas précis que vous auriez indiqués au-delà des catastrophes naturelles qui vont nous servir pour déterminer, parce que personne dans ces vieux contrats, c'est écrit COVID-19, là, et c'est assez rare qu'on voit épidémie ou pandémie. Donc, il faut souvent être obligé de se rattacher à ce qui est écrit là-dedans ou encore à des clauses assez générales, comme vous voyez là, dans le fond, où on vient dire, ben, regardez, il y a par exemple et autres cas semblables hors du contrôle d'une partie. Ce qui pourrait être peut-être le cas dans le cas d'une pandémie. C'est sûr que si vous avez été fermé par le gouvernement du Québec, ce n'est pas vous qui le vouliez, j'en suis convaincue. Mais vous n'avez pas le choix. Donc, vous pouvez également avoir dans certains cas des lois locales qui vont décréter et en venir à la conclusion que c'est une force majeure. C'est le cas, par exemple, en Chine, c'était décrété comme en étant un ou encore en France pour les contrats publics avec le gouvernement français.
Et évidemment, ben, il y aura toujours, quelle sera l'interprétation d'un tribunal si jamais on décide qu'on se tape sur la gueule, qu'on s'en va devant les tribunaux, ben, ça sera au juge de déterminer si à la lumière de cette clause-là ou du droit, ben, qu'on est dans une situation de force majeure. Bon. Donc, si je me posais la question, est-ce que je suis en présence d'un contrat de force majeure, qu'est-ce que je regarde? Ben, en premier, évidemment, ça va être de se dire, bon, est-ce que j'ai un contrat ou j'en ai pas? Ça, c'est clair. Mais c'est quoi le droit qui s'applique? Parce que si vous me posez la question en droit québécois, je suis avocate ici au Québec, mon cabinet également. Mais si c'est en droit de l'État de New York, bien, je vais appeler mes amis à Buffalo ou à New York, puis je vais leur dire, bien, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais être capable de lire, moi, une clause, je vais être capable de me faire ma tête, de y aller en comparaison, mais en bout de course, je n'aurais pas vu toute la jurisprudence ou toutes les particularités du droit new-yorkais ou du droit japonais que seul un avocat localement va pouvoir me le dire. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à se poser comme question, parce que ça peut avoir un impact qui est pas mal important. Évidemment, si j'ai mon contrat, est-ce que j'ai une clause de force majeure ou pas? Donc, il faut que j'aille la lire. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Donc, c'est quoi le libellé spécifique? Et au-delà de ça, pour qu'il y ait de la force majeure, c'est pas tout de dire qu'il y a une pandémie. Il faut faire le lien entre cette pandémie-là ou les mesures que les gouvernements vont avoir appliquées et l'impossibilité ou le retard que la partie a d'être capable de remplir ses obligations. Donner un exemple clair, si par exemple, vous achetiez des produits en provenance ou des matières premières en provenance, mettons, de Shanghai, Shanghai, pendant un bout de temps, n'était pas fermé. C'était Wuhan qui l'était. Donc, même si on avait de la pandémie en Chine, l'usine avec laquelle vous travaillez, si elle était ouverte, ben, ce n'était pas un cas de force majeure. Et si elle disait, ben, je ne te livre pas, ben, là, il y avait un problème. OK? Et donc, il faut aussi falloir se poser la question, ça a un impact très important entre, est-ce que le contrat, je parle d'un contrat qui est déjà en vigueur, et si oui, depuis quand? Parce que c'est sûr que si vous l'avez signé peut-être au mois de novembre, personne ne parlait de ça. Au mois de janvier, on commençait, mais qui aurait cru que c'était si pire que c'est là? C'est sûr qu'en au mois d'avril, là, on peut plus beaucoup se cacher. Tout le monde sait que c'est une pandémie mondiale. Fait qu'on va avoir des problèmes à alléguer que c'est un cas de force majeure. Vous allez voir pourquoi. Et évidemment, il faut que la relation factuelle de la partie qui prétend qu'elle est en situation de force majeure l'empêche vraiment de remplir ses obligations à elle. Bon, regardons au Québec, parce que je suis sûre que vous devez certainement faire affaire avec des entreprises, autant pour vous approvisionner que peut-être des clients locaux dans la région. Ou ailleurs au Québec, ben, la force majeure, ce n'est pas une disposition d'ordre public comme, par exemple, la Charte de la langue française ou la loi sur, justement, les mesures qui sont adoptées en ce moment par le gouvernement du Québec. C'est des lois d'ordre public. Quand vous dites « fermez vos commerces », c'est fermer vos commerces, ça passe par-dessus tout le reste. Mais la notion de force majeure, elle, c'est pas ça. C'est vraiment une disposition qui est dans le Code civil. On va le voir tantôt. Et ce qui fait que si vous avez donc prévu dans un contrat pour lequel le droit québécois est applicable, une clause de force majeure, c'est elle qui va s'appliquer et non pas le Code civil. C'est donc important à comprendre. Puis il va falloir aussi regarder à la lumière du contrat les frais, comme je vous l'ai dit, propres à chaque situation. Donc, malheureusement, si vous espériez avoir un beau coup de baguette magique qui vient dire voici la loi sur la force majeure qui s'applique partout, dans toutes les langues, dans tous les pays et à toutes les situations, ben, réveillez-vous, ce n'est pas le cas. C'était un très beau rêve. Malheureusement, le droit, c'est très régional et local, c'est pays ou État ou province par province. Puis évidemment, les faits de chacune de ces situations-là vont avoir un impact très important. Donc, mettons que je n'ai pas de contrat ou qu'il y a une imprécision par rapport au contrat puis qu'on n'est pas vraiment en mesure de savoir. Donc, si je veux me rabattre sur le Code civil, vous avez le numéro d'article 1470, puis dans le fond, ça permet d'avoir recours à cet article-là pour dire oui, il y a une force majeure, mais elle doit répondre à des critères qui sont d'être imprévisible, irrésistible et être une cause étrangère. Je reviens dans 30 secondes. Mais donc, et si j'en viens à la conclusion que j'ai effectivement un cas de force majeure au sens du Code civil, bien là, à ce moment-là, on va pouvoir voir est-ce que je peux être dégagé complètement de l'obligation ou cette obligation-là est juste reportée dans le temps. On va y donner du délai. Et là, bien, il y a des distinctions à faire, effectivement, savoir si on a envoyé une mise en demeure à quelqu'un ou pas, ou si c'est quelque chose qu'on ne pourrait absolument pas changer. Donc, il y a certains types d'obligations que ça ne se passe rien qu'une fois à une date donnée et que ça ne pourra plus jamais se produire dans notre vie. Bien, évidemment, on n'est pas capable de reporter ça. Et si vous vendez à des consommateurs, mais je pense que ce n'est pas la majorité des gens qui sont ici autour de la table, il faudrait qu'on tienne compte aussi de ce qui est prévu dans cette loi-là.
Donc, ça veut dire quoi en droit québécois? La force majeure imprévisible, ça veut dire que vous ne pouviez pas raisonnablement prévoir cette situation-là quand vous avez conclu le contrat. Donc, c'est quoi le test? Ben, c'est évidemment pas être un gourou, d'avoir une boule de cristal, mais c'est d'être une personne diligente, prudente, avisée. Une personne normale, dans le fond. Puis on ne pouvait pas imaginer. Oui, on avait tous entendu parler, par exemple, de la grippe espagnole, mais est-ce qu'on aurait pu penser qu'en dedans de si peu de semaines, l'ensemble de l'économie mondiale fermerait, ou à peu près? Je pense que tout le monde va pouvoir répondre, ça ne se pouvait pas. Jamais on n'aurait pensé ça, ben voilà. Donc ça, c'est un aspect d'imprévisibilité. Mais là, dans le temps, ça a un impact parce que aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est plus imprévisible. Quand vous signez des nouveaux contrats, puis je vais y revenir tantôt, c'est pas imprévisible. Donc, c'est plus un cas de force majeure. C'est ça le problème. Il faut aussi que ça soit irrésistible en ce sens que c'est un des gros défauts du droit québécois dans notre force majeure, dans notre clause du Code civil, c'est que vous pouvez alléguer juste ça si vous êtes totalement et absolument incapable de remplir vos obligations. Si vous êtes capable de le faire, mais que c'est juste plus coûteux pour vous, plus difficile, ou plus, ils utilisent l'expression périlleux, vous n'êtes pas en situation de force majeure. Donnons un exemple concret. Vous achetez vos boulons en Chine pour faire votre machine. Bon. La fermeture de cette usine-là, ça ne marche pas, pas capable d'en commander. Par contre, vous êtes capable de vous approvisionner en Colombie-Britannique, parce qu'eux autres, ils en ont, mais ils coûtent 3 fois le prix. Désolé, ce n'est pas un cas de force majeure. Ça vous coûte plus cher. Votre client va être en droit de dire « Livre-moi pareil, ce n'est pas mon problème le prix auquel tu es obligé de payer pour t'approvisionner. Amène-moi de mon stock. Tu avais pris l'engagement de me livrer. » Voyez-vous, donc, le Code civil, ce n'est pas super. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'idéalement, on est mieux de prévoir ce genre de choses-là dans des contrats, notamment dans les futurs contrats qu'on va faire. Puis évidemment, il faut que ce soit une cause qui est extérieure à vous. Il ne faut pas que ce soit vous autres. Un autre exemple qui a décidé, par exemple, de fermer une boutique dans un centre d'achat avant que les centres d'achat soient fermés. Ça aurait été une décision unilatérale. Ça ne serait pas un cas de force majeure. Bon. Et aussi, on devra se poser la question, est-ce que c'est une impossibilité permanente ou seulement temporaire? Est-ce que c'est de remplir toutes vos obligations ou certaines d'entre celles-ci? Encore une fois, ça va changer d'un cas à l'autre. Bon. Si on fait un petit comparatif rapidement dans le monde, dans le monde, je ne vous ferai pas un cours de droit, vous irez lire parce qu'on n'a pas quand même, je la donne parfois en 45 minutes, cette formation-là. Mais là, il existe une loi en Ontario qui prévoit la force majeure. Quand vous allez aux États-Unis, beaucoup d'entre vous font affaire avec des clients américains, par exemple, ou des fournisseurs américains. Dans beaucoup d'États, s'il n'y a pas une clause dans le contrat, ça ne s'applique pas la force majeure, si ce n'est que l'espèce de concept que vous voyez là, qui est écrit à l'article 2 du UCC, le Uniform Commercial Code, ça, c'est le code interétatique qui essaie de bâtir des règles un peu pour tout le monde, dont le FOB Plant, FOB Destination, ces incoterms-là américains, ils sont là-dedans. C'est dans cette loi-là. Si vous êtes un vendeur de biens, puis que vous êtes empêché de vendre en raison de quelque chose qui ressemble à une force majeure, vous pourriez tenter de vous prévaloir de ça, mais il y a entre autres plein de conditions, puis c'est pas sûr que vous allez être capable de rencontrer ça. Fait qu'avec les Américains, c'est certainement plus touché. En Chine, certains d'entre vous ont peut-être reçu des petits certificats de force majeure qui sont émis par le CCPIT, qui est le China Council for the Promotion of International Trade. C'est un organisme qui est comme quasi-gouvernemental et il y avait à l'époque plus de 5600 entreprises qui ont obtenu déjà là, à la mi-mars. Il y en a eu beaucoup plus après ça. Mais un document qui sert de preuve ailleurs dans le monde auprès de leurs clients pour venir dire, écoutez, la Chine, nous autres, on est dans une situation de force majeure. Mais ce certificat-là n'est pas suffisant pour dégager votre fournisseur chinois. Il faut qu'il soit en mesure de démontrer, comme je l'expliquais tantôt, que lui a vraiment été impacté dans sa shop par un cas de force majeure qui lui empêchait de fabriquer puis de vous livrer. Il y a d'autres exemples. Donc, chacun des pays, ça va être différent. Si vous faites affaire en France avec le gouvernement français, le gouvernement est venu dire c'est force majeure pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que j'ai dit tout ça? Ça commence à être urgent de regarder vos contrats parce que vous n'irez pas regarder le contrat par lequel vous avez acheté 14 boîtes de crayons, là. Mais vos fournisseurs de pièces stratégiques, des choses que vous attendez qui sont importantes d'obtenir, ou encore les contrats importants avec des clients, qu'est-ce qui est prévu dans ce contrat-là? Est-ce qu'il y a une clause? Quelle loi s'applique? Est-ce que la épidémie est prévue? Si ce n'est pas ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de changement législatif, mesures imposées par les autorités, autres corps du contrôle des partis? Donc, les principes que je vous ai dit tantôt.
OK? Est-ce que c'est dit qu'est-ce qui se passe par rapport à la totalité ou partie des obligations? On reporte, on retarde, on cancelle? Parce que ça pourrait être une simple annulation hein, qui serait prévue là après un certain délai. Et il y a aussi, et très souvent dans ces clauses-là, une obligation d'aviser l'autre partie quand on prétend qu'on est en force majeure. Donc, si votre clause qui est dans le contrat prévoyait, par exemple, avec votre client que vous deviez, dans les 10 jours du moment où vous êtes tombé en situation de force majeure, d'aviser pour que votre client puisse mitiger ses dommages, pour qu'il puisse tenter de prendre d'autres dispositions pour se dépanner, puis que vous ne l'avez pas donné l'avis, votre clause de force majeure, votre épidémie, pandémie, j'en ai pas d'obligation, oubliez ça, c'est mort. OK? Vous allez vraiment être trop tard. Donc, comment c'est tard, là? On est le 1er mai aujourd'hui, là. Puis ça fait longtemps que les entreprises sont fermées. Fait que vous êtes peut-être vraiment à risque sur certains de ces contrats-là, évidemment. Si vous devez, par exemple, donner un avis, bien, de quelle façon doit-il être donné? Ça aussi, il faut aller voir dans le contrat parce que c'est probablement indiqué. Il y a beaucoup de contrats qui ne prévoient pas les envois par email. Ben, je fais quoi si je vais envoyer une messagerie à une adresse qui est fermée? Ou encore pire, comme en Inde, la région est fermée, les commerces sont fermés, puis il n'y a plus de livraison, puis le monde ne circule pas dans la rue à part la police. Ça ne fera pas des enfants forts en termes d'avis. Des fax, il n'y a pas personne pour les recevoir. Fait qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de même? On fait ce qu'on peut. On envoie partout l'avis qu'on doit donner et puis on garde des notes de tout ça pour venir dire j'ai fait tout ce que j'ai pu en mon pouvoir compte tenu des circonstances pour aviser mon client que j'étais dans une situation de force majeure pour lui permettre. Mais vous savez, on n'a pas le contrôle de tout ce qui se passe quand même. Et là, évidemment, peut-être que le contrat prévoit, je ne sais pas, une obligation aussi de recommencer très rapidement ou immédiatement dès que vous réouvrez, d'être obligé de livrer. Mais si vous recommencez, la shop n'est pas prête tout de suite. Vous avez un backlog de commandes. Vous allez faire quoi? Devez-vous donner des mises à jour de votre état de situation? Ce que je vous dis là, transposez ça sur le dos de votre fournisseur, si par exemple c'est le fournisseur et que vous êtes l'acheteur. Et on retrouve souvent dans beaucoup de ces genres de clauses-là, ou dans le contrat quelque part, quand le fournisseur vient dire que s'il n'est pas en mesure de livrer à tout le monde parce qu'il y a justement, il manque de produits, bien, qu'il peut, à sa discrétion, faire une allocation, donc répartir entre tous ses clients. Bien, vous pourriez être affecté de ça. Donc, vous pensez que vous allez avoir votre 100 de commande. Finalement, c'est 2, 3, 5 qui va rentrer. C'est un peu tannant. Bon. Si vous n'avez pas de contrat, parce que ça aussi, ça se peut, un contrat écrit signé par les deux parties, on va en avoir un, par exemple, un contrat de distribution parce qu'on va faire une série d'achats pendant longtemps ou d'approvisionnement avec un fournisseur à long terme qui prévoit tout ça, ou un client pour des grosses transactions, mais bien souvent, vous ne fonctionnez avec vos fournisseurs et vos clients avec vous que par une série d'échanges de documents. Par exemple, un appel d'offres, un RFP, là, par lequel le client dit, envoie-moi des soumissions. Vous allez avoir ce document-là qui pourrait prévoir une clause de force majeure, loi applicable, etc. Vous allez faire une soumission. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, dans votre soumission? Après ça, le client va avoir passé son bon de commande. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, dans son bon de commande qui parle de force majeure ou de ses termes et conditions à lui? Et souvent, ça peut être juste une référence au fait que les termes et conditions générales de vente sont celles qui apparaissent sur son site web, puis il donne l'hyperlien pour y aller. Bien, c'est ça, là, le bon de commande, ce qui est écrit sur le site Internet à cette date-là, c'est peut-être ça le dernier document qui établit c'est quoi la loi applicable, c'est quoi la force majeure qui s'applique. Et ça, malheureusement, parce que vous avez tellement de commandes à passer ou de soumissions et de bons de commande que vous recevez de vos clients, vous ne portez pas attention à ce genre de choses-là. Là arrive le problème et vous me dites, Micheline, c'est quoi qui s'applique? Bien là, je vous dis, sortez tous vos papiers. Envoie-moi l'appel de soumission, ta soumission, le bon de commande, ta confirmation de commande, ta facture. Puis on va essayer de démêler tout ça. Puis des fois, là, c'est tellement pas facile à démêler qu'il y a un cas qui est remonté jusqu'à la Cour suprême du Canada pour une petite clause comme ça qui était super importante à un moment donné. Donc, écoutez, on ne peut pas faire de miracle dans ce temps-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Vos nouveaux contrats. Bien là, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas le choix. Mettez-vous pas la tête dans le sable en disant « Ah, je vais m'en mettre une clause de force majeure, puis je vais rajouter épidémie, pandémie. » Non, parce que tout le monde sait qu'on est en plein milieu d'une. Donc, il n'y a pas de caractère d'imprévisibilité. Il faut aller plus loin que ça. Il faut mettre du wording, bien rédiger là, des petits bouts de phrases en supplément dans le contrat qui vont venir dire, c'est effectivement,
on se considère quand même en situation de force majeure, notamment parce qu'on s'attend à des nouvelles vagues, des mutations du virus, des choses comme celle-là qui vont venir pendant pas rien qu'une semaine. On peut être pogné là-dedans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas trop. Et conséquemment, il faut aussi regarder dans vos contrats d'importance, parce que vous ne ferez pas ça encore pour acheter une boîte de crayons. Les contrats d'importance, vous allez les regarder, puis vous allez regarder chaque obligation que vous avez, chaque obligation que l'autre partie a, puis vous allez vous poser la question, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si pour X raison, à cause du COVID, celle-là, je ne peux pas la remplir? Et tout dépendant de la réponse, ben, vous allez être obligé de négocier avec la partie adverse. Donc, par exemple, un client qui veut avoir du just-in-time, puis qui dit, les délais sont de rigueur, puis je m'en fous de la force majeure, fais ce que tu as à faire, mais moi, si tu n'es pas là, tu es à pénalité de 1000 $ par jour. Vous allez pas payer 1000 $. Ou bien vous allez dire au client, si tu ne laisses pas tomber ça, moi, je ne te fournis pas. Je ne suis pas à ce point-là de m'embarquer dans la merde pour être fermé pendant 6 semaines à 1000 $ par jour. Ça ne vaut pas la peine. Donc, vous allez devoir faire ça. C'est le bon moment en même temps de vous poser la question si vos contrats, vos documents de soumission, par exemple, ou vos termes et conditions générales de vente, vos factures, est-ce qu'elles sont bien faites? Parce que là, vous allez local, vous allez international, vous avez peut-être un peu plus de temps. C'est pas bien long de le faire lire par un avocat spécialisé comme moi, puis qui va passer à côté, à travers chacun, puis qui va vous dire, ben ça c'est pas bon, ça c'est mal écrit, on pourra changer ça comme ça. Ça peut être des mandats qui peuvent être relativement courts. C'est pas des 100 000 et des 200 000 $ de frais d'avocat, mais ça vaut la peine et vous serez mieux guéri, entre autres pour la COVID puis pour toutes sortes d'autres affaires. Par exemple, si vos incoterms, vous faites encore référence aux vieux incoterms 2010, ben c'est rendu 2020. C'est pas nécessairement les mêmes. Il y en a qui ont disparu. Il y a toutes sortes de petits détails comme ça qu'on peut faire comme changement. OK? Des conseils avec vos fournisseurs rapidement. Bon, ben écoutez, il faut savoir ce qui se passe. Il faut que vous parliez, il faut que vous échangiez. C'est le temps de savoir quel est l'état de leur situation à eux précise dans le lieu précis où ils se trouvent. Donc, la situation, l'exemple au Québec, d'une entreprise en Abitibi-Témiscamingue n'est pas la même qu'au centre-ville de Montréal en ce moment ou dans le bas du fleuve, ou encore en Chine pour une province en particulier. Demandez des explications également. Si on vous dit « je ne peux pas te livrer », ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, écris-moi, je veux le savoir. Okay? Parce que peut-être que dans le fond, c'est rien qu'une excuse, par exemple, d'un fournisseur chinois pour vendre à 4 fois le prix à quelqu'un d'autre une commande qu'il avait déjà fait pour vous, puis il va vous niaiser, puis il va vous retarder, puis pendant ce temps-là, il fait plus d'argent. Demander des comptes rendus, ça c'est sûr, mais c'est certain que vous allez devoir être beaucoup plus accommodant, d'être en mesure de négocier, de voir est-ce que ça vaut peut-être la peine d'avoir quand même des petites quantités en retard que de rien avoir du tout. Peut-être que ça ferait votre affaire à vous aussi de ne pas commander toute la quantité que vous aviez demandé parce que vos propres ventes ont baissé et ça ferait l'affaire aussi de votre fournisseur. Donc, ouvrez la porte, allez voir ce qui se passe. C'est sûr qu'il faut que vous regardiez à différentes sources d'approvisionnement, dépendre que d'une seule région, d'un seul fournisseur, c'est extrêmement risqué, particulièrement dans les 2-3 prochaines années. Si vous êtes capable également de vous approvisionner puis de vous faire des surplus, tant mieux. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident ce temps-ci pour le cash flow, mais ça pourrait valoir la peine, d'autant plus que le dollar américain et l'euro, ben, la devise canadienne est en train de dropper et on nous dit à tous les jours que ça ne s'améliorera pas avec le taux d'endettement qui n'arrête pas de monter. Donc, rappelez-vous, encore une fois, que après la crise, ça va encore vous prendre des fournisseurs. Fait que si vous n'avez pas été adaptable et que le fournisseur n'aura pas été fin non plus avec vous, ben, il va falloir recommencer ces démarches-là en tentant de se retrouver de bons fournisseurs et ce n'est pas si facile que ça, vous le savez, surtout à l'international. Si on fait de ce côté-ci plutôt avec les clients, bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que quand vous allez écrire, donner votre avis, fournir de l'information, là, c'est vous qui avez une obligation de livrer des produits, des marchandises, puis de rendre peut-être certains services qui vont avec. Bien, vous pourriez sérieusement vous mettre dans la merde parce que si vous l'écrivez mal, ça devient une admission et évidemment, ben, peut-être que le client en bout de course, au lieu d'être lui aussi accommodant, va décider de vous poursuivre. Et donc, ce que vous aurez certainement écrit va pouvoir servir contre vous. Mais enfin, on n'a pas vraiment le choix, notamment puisque vous avez l'obligation, tout le monde a l'obligation de litiger ses dommages si vous n'avisez jamais votre client et qu'il continue à s'embourber jusqu'à temps qu'il se rende compte que vous n'êtes pas là pour lui, bien, le montant de la facture qu'il va vous réclamer risque d'être beaucoup plus élevé.
Donc, être plus accommodant, encore une fois. C'est le temps de renégocier de la même façon. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être que votre client, ça ferait bien son affaire, là aussi, que vous reportiez ou que vous diminuiez la quantité de produits, justement, que vous devez lui livrer. Et lui aussi, vous savez le prix que ça coûte rentrer des clients, les conserver. Ben, soyez fin avec vos clients parce qu'ils vont s'en rappeler, puis pas à peu près rendus après ça. Donc, en terminant rapidement, parce qu'on s'était dit qu'on passerait, mettons, 25 minutes maximum, c'est de la gestion de cas par cas dans votre cas pour les contrats. Vous allez donc devoir vous attarder à ceux qui sont stratégiques pour vous ou qui peuvent vraiment vous causer des problèmes puis prioriser les choses. Si vous modifiez, par exemple, votre contrat, donc n'oubliez pas qu'il faut que ça soit fait par écrit. Hein? Donc, si vous décidez de diminuer la commande en 2 ou que c'est dans le contrat de distribution, bien, il va falloir bien l'écrire et de la façon que c'est prévu dans le contrat pour que ça soit valide entre les deux parties, puis qu'on puisse savoir est-ce que ça s'applique juste à la commande X ou à l'ensemble de toutes les transactions dans les 2 prochaines années, parce que j'ai un contrat de 2 ans. Donc, faites attention, on dit souvent, nous autres, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et il faut le faire par écrit, ça, c'est certain. Il faut se rappeler qu'on va avoir une après-pandémie, donc il ne faut pas brûler tous nos ponts, c'est clair. Votre gestion de crise et votre capacité d'y répondre va avoir un impact majeur sur votre capacité à reprendre vos activités puis être encore une entreprise rentable ou en tout cas qui va le redevenir à moyen et à long terme. C'est le bon moment pour revoir votre processus contractuel. C'est sûr que quand on regarde des papiers comme ce que vous échangez continuellement, vos templates, on va vous les améliorer, c'est garanti. Attendez-moi un petit peu. Oui, puis passez, je vous le rappelle, tous vos nouveaux contrats, COVID-21, c'est plus une excuse. Mettre une clause simplement de force majeure, ça ne marche pas. Il faut regarder les obligations puis mettre du texte très précis là-dessus. Dernier point, couverture d'assurance. Plusieurs d'entre vous ont peut-être des polices d'assurance qui prévoient justement des pertes de revenus dans certains types de situations. Donc, il faut aller voir dans vos polices si vous avez ce genre de couverture-là, si ça s'applique aux pandémies. Il ne faudrait pas se surprendre que les assureurs ne voudront peut-être pas vous payer parce que s'ils payent tout le monde dans le monde, ils vont tout être en faillite. Donc, ils vont peut-être vous traîner. Mais évidemment, pire que ça, ne pas oublier qu'une police d'assurance, ça a aussi une mécanique et des délais prévus pour faire des réclamations. Si vous n'y aviez pas pensé, on est déjà 2 mois facilement dans le cadre du processus. Vous êtes peut-être même déjà trop tard ou ça servira d'excuse à votre assureur pour ne pas vous payer en disant que vous avez rapporté la réclamation beaucoup trop tardivement, ce qu'on appelle du late reporting. Et enfin, si de travailler à distance nous oblige tous à se parler par Zoom, etc., ça veut aussi dire que c'est le temps de penser à des appareils qui diagnostiquent à distance, de la formation à distance pour vos clients qui vont diminuer dans le futur vos coûts d'exploitation, les coûts des voyages, les emmerdements que vous avez à passer la frontière américaine. Donc, c'est le temps d'y aller moderne et techno et léger. Ben, allez-y, c'est vraiment le temps. Donc, en terminant, vous aurez le PowerPoint, de toute façon, va vous être partagé. Ça, ce n'est pas un problème par Cindy. Ça, ce sont les valeurs de notre business. Je voulais juste porter à votre attention sur cet acte-là parce qu'on n'est pas qu'un cabinet d'avocats, on a des notaires, fiscalistes, agents de marque et spécialistes en RH. Mais les 3 logos que vous voyez dans le bas, ce sont nos 3 affiliations auxquels on s'est joint au fur et à mesure du temps en international, dont LAW de plus de 10 ans, PLG plus de 25 ans ou à peu près. Et donc, on a des milliers d'avocats dans au moins 200 cabinets affiliés à travers le monde avec qui on est en contact constant. Juste depuis ce matin, ça fait 2 fois que je fais affaire avec nos cabinets de Toronto. J'ai parlé au cabinet de New York, au cabinet de Chine, au cabinet de Suède. Donc, et on règle des problèmes comme ça. Donc, on sera en mesure de vous aider, surtout sur des projets comme ceux-là. Donc, là-dessus, je pense, vous avez mes coordonnées également à la fin et je pense qu'on passe à la période de questions. Oui, merci Micheline, c'est vraiment très, très, très clair. Puis je vais joindre, ton adresse courriel est justement là, donc je vous inviterai à la prendre en note et également sur un autre téléphone. Justement, puis je pense que tu as amené un bon point aussi avec le fait que c'est le temps de réviser les contrats, c'est le temps de prendre contact avec nos fournisseurs, avec nos clients. Puis les entreprises qu'on a parlé depuis le début, c'est justement un peu ce qu'ils font. Là. La majorité, c'est justement de prendre le temps, de revoir leur processus, de revoir même, il y en a même qui vont à revoir leur vision, mission, objectif de l'entreprise. Ça va jusque-là parce que dans le day-to-day, souvent, on n'a pas le temps de faire ça. T'sais. Puis, veut pas,
pense que c'est le temps aussi de bien s'entourer, d'aller chercher un maximum d'outils. Dont tu as mentionné justement, bon, tu avais offert l'opportunité de revoir ces contrats-là parce que pour toi, c'est un peu plus facile que peut-être la majorité d'entre nous là, qui ne baignons pas nécessairement là-dedans. Ah, c'est sûr, moi, c'est ma spécialité. Là. Puis la spécialité de l'équipe, parce que on a un bureau qui travaille avec les entreprises, fait qu'on a tous les services du genre droit du travail, droit immobilier, municipal, machin truc, mais propriété intellectuelle, mais l'international, c'est une spécialité. On a une unité d'affaires qui travaille sur les différents volets, dont la fiscalité aussi internationale. Super. Donc, j'ouvrirai la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à l'écrire soit dans le bas, dans la section Q&A ou encore juste lever la main. Oui, on peut le faire de vive voix hein, parce qu'on est tellement. C'est un petit groupe. Là, si même les gens peuvent ouvrir leur caméra, je pense qu'on n'aura probablement pas de problème à cause du groupe. C'est le fun de voir les visages. C'est ça. Donc, je vous invite à poser vos questions. Hein? On voit tous les gars avec les cheveux trop longs, la barbe longue, puis les femmes avec les repousses en gris, comme c'est mon cas. Absolument. Ah, vois-tu, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de questions, Micheline, mais je ne suis pas inquiète que les gens vont probablement rentrer en contact avec toi s'ils ont besoin de plus d'informations. Puis de toute façon, la présentation va être partagée. Tu vas me la faire parvenir? Oui, pas de problème. Je vais te l'envoyer en PowerPoint pas plus tard qu'en terminant la rencontre, fait que les gens vont être capables de l'avoir. Puis écoutez, moi, ce que je suggère, tout dépendant, c'est quoi vos fonctions, parce que je n'ai pas les fonctions des gens qui sont autour. Il y en a qui peuvent être en approvisionnement, il y en a qui peuvent être aux ventes, il y en a qui peuvent être à la haute direction. Vu que ça vise dans les deux axes, inbound puis outbound Canada, là, au Québec ou carrément Abitibi-Témiscamingue, ben, je pense que ça serait une bonne chose que vous le partagiez avec vos équipes à l'approvisionnement, vos équipes aux ventes puis à la direction pour être certain que le monde ne passe pas à côté de ces affaires-là parce que ça va vous causer des problèmes tantôt. Puis écoutez, d'aller en litige, j'ai vu, il y a beaucoup de clients aussi qui sont arrivés et ont dit ben, ça ne fait pas, je vais le poursuivre, puis tout ça. Oui, mais même le poursuivre au Québec, là, on s'entend qu'on s'en reparlera dans 1 an et demi à peu près là, avant d'être passé devant le juge. Puis là, ben, et avec tous les retards des tribunaux, là, les tribunaux viennent de commencer à faire des auditions dans 2 districts, puis là, ils se guirent tous pour tenir des auditions électroniques, mais écoutez, ça va mettre juste les tribunaux québécois très en retard, puis là, on ne parle pas des tribunaux étrangers où là, les coûts découpent, puis aller chercher un jugement en Chine, c'est pas si simple que ça. Là. De là, s'assurer de bien s'outiller, de s'entourer avant tout. Ça, exactement. Super. Donc dans tous les cas, on va pouvoir partager la présentation. Puis, si vous avez des questions, vous allez pouvoir prendre contact avec Micheline. Puis, la présentation va être également mise sur notre site Internet. Donc, le webinaire va pouvoir être en rediffusion. Donc, voilà, c'est ce qui mettrait fin à la séance. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette série de webinaires qu'on vous a offert depuis quelques semaines. J'espère que les capsules vont vous permettre justement de bien vous outiller là, à travers les différents sujets auxquels on a parcouru. Si vous avez besoin d'un accompagnement, qu'importe au niveau vraiment de votre stratégie de commercialisation et d'exportation, on peut vous accompagner, puis même on va pouvoir vous diriger vraiment aux différents intervenants pour bien vous outiller dans ce sens-là. Donc, restez à l'affût de nos prochaines activités, soit sur nos médias sociaux ou sur notre site Internet. Puis, je vous souhaite un bon week-end et puis un bon retour dans les opérations avec un bon succès. On sait que ça recommence bientôt. Puis, continuez à prendre soin de vous parce que c'est une moyenne bébête, cette cochonnerie-là. Oui, absolument. Merci à vous tous. Merci, Micheline. Bonjour tout le monde. Au plaisir, ça fait plaisir. Au revoir. Oui,